Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième épisode, dans ce deuxième épisode. En tout cas, on est super content de vous retrouver, les gars. Vraiment, merci beaucoup pour toute la force que vous nous donnez. J'ai plein d'infos à vous donner aujourd'hui. Matchs internationaux de fou auxquels on va parler. Merci pour la force sur le réseau. Il y a aussi un concours, les gars. Il y aura un maillot à gagner. Vous n'êtes pas prêts, c'est un maillot légendaire, donc je vous donnerai beaucoup plus d'infos à la fin de l'émission. Mais en tout cas, on est vraiment super contents. Ça, c'est un projet qui nous tient à cœur, les gars. Je sais pas comment ça va se passer pour la suite, si on va devenir millionnaire ou multimillionnaire, mais dans les deux cas, non, en vrai de vrai, les gars, ça me fait vraiment plaisir d'avoir ce projet avec vous. Mais je suis pas seul dans ce projet. Oui, votre podcasteur préféré n'est pas seul. Il y a un homme derrière son micro. Qui est avec moi, les gars, et c'est un homme, mais c'est un puits sans fond de connaissances dans le foot. C'est bien sûr le maître inégalé, souvent imité, jamais égalé, les gars. C'est le champion. Il a vu plus de matchs de foot que Bielsa dans toute sa vie. C'est évidemment El Profe. Applaudissements, voilà. Salut les gars, salut. Alors, ne blasphémons pas, s'il vous plaît. Bielsa a quand même une culture incroyable. Non, mais ça me fait extrêmement plaisir, comme tu l'as dit. J'ai eu beaucoup de retours pour ma part. On est investi dans un micro, les gars. Je sais pas si vous entendez, mais le son sera meilleur. Évidemment, la discothèque, c'est fini. On va enlever la musique. Vous inquiétez pas, on va la mettre beaucoup plus faible. Non, mais ça m'a fait très plaisir d'avoir les retours. Ça me fait très plaisir d'être de retour ici aussi avec le fameux rédacteur en chef. Envié par toutes les rédactions, bien sûr, et ravi et impatient de parler impatient de parler en tout cas des matchs qui vont suivre la super émission en perspective. Donc ça fait plaisir. Alors les gars, justement, parlons de l'émission en elle-même. Je vous donne juste le sommaire et pas le Yann, hein, juste le sommaire de cette émission. Oh là là. Aujourd'hui, je suis très en forme. Donc aujourd'hui, on va parler du match suisse, les gars, parce que forcément, je vous ai dit, c'était une semaine internationale, donc on va parler du match suisse, Irlande du Nord, Suisse, la double confrontation. Ensuite, on va parler des autres matchs qui ont eu lieu aussi. Et là, je vous préviens, c'est du lourd. On a eu Portugal-Danemark, on a eu Italie-Allemagne, on a eu Pays-Bas-Espagne et on a eu France-Croatie. Donc là, vraiment, on va essayer vraiment de donner plus d'infos, le plus d'avis possible sur les matchs internationaux. Et on finira l'émission par deux sujets qui nous tenaient à cœur. Donc premièrement, c'est l'exploit, on va dire l'exploit actuel, hein, parce que voilà, la saison n'est pas finie, mais l'exploit actuel de Mayence. Et dans un deuxième temps, le titre gagné par Newcastle après 70 ans d'attente. Voilà, ça c'est un peu les deux sujets qui vont nous tenir à cœur aujourd'hui. Moi en tout cas j'ai hâte. Je vous propose de commencer juste l'émission pendant qu'on est encore dans cette phase intro. Petite parenthèse si je peux me permettre, excuse-moi, petite parenthèse. J'insiste vraiment sur deux choses. La première c'est le maillot. Est-ce que je peux participer pour le concours ? Alors, tout le monde peut participer sur cette planète. Vraiment, tout le monde. Et je vous jure les gars, la vie d'un chat errant, que si c'est un Indien ou un Chinois, ou si c'est un Américain ou n'importe qui est à l'autre bout du monde et qui gagne le maillot, je l'envoie. Donc, tout le monde vraiment peut participer, sauf Profe. Voilà. Ok. Donc, la réponse est non, évidemment. Eh ben, j'ai envie la personne qui gagnera. Et petite parenthèse de mon côté, alors là je vais me permettre une petite parenthèse perso. J'aimerais souhaiter un joyeux anniversaire à mon club actuel, Lassi Audax Fribourg. Eh oui, 75 ans d'histoire, les gars, ça se fête quand même. Donc, je fais des bisous à tous les gars du club. Un bisou à tous les gars du club, à mon équipe qui commence le championnat demain. On commence le championnat demain. Envoyez-nous de la force, les gars, on doit gagner ça. Voilà, c'était la petite parenthèse perso. Bien sûr. Et aussi, bon anniversaire à mon cousin du Bled, qui fête aussi son anniversaire aujourd'hui, bien sûr. Bien sûr, bon anniversaire à lui aussi et à tous les cousins de tout le monde. C'est le podcast des anniversaires. Donc si jamais vous avez un anniversaire de quelqu'un, si vous avez des talents de chanteur, il y a moyen aussi de venir nous contacter. Il n'y a pas de souci, on vous met à la place de la musique qui était trop forte, on vous mettra en train de chanter. Ça fait toujours plaisir. Exactement. Alors il y a quelques infos pendant qu'on est encore dans cette intro. Donc on va effectivement parler de la Nati avec quelques joueurs qui sont appelés pour la première fois. Donc Alvin Sanchez, Gartenman, un petit blanc. Alors. Lucas Blondel, et puis le quatrième qui est Isaac Schmidt. Donc on va vite survoler un peu ces profils-là une fois qu'on sera dans la rubrique. Il y a aussi le Lausanne Sport qui a fait recours auprès du tribunal cantonal après les débordements face à Servette.
le tribunal a décidé de fermer la tribune des Ultras de Lausanne, ce à quoi Lausanne n'était pas d'accord. Donc là, on attend aussi de voir qu'est-ce qui va se passer de ce côté-là. Alvin Sanchez, je vais y arriver. Toujours de ce côté-là, malheureusement touché au genou après le match contre l'Irlande du Nord, donc il sera indisponible pour le retour. Fin du rassemblement pour lui. Et ensuite, petite histoire de fou, les gars. Attendez, avant l'histoire de fou, il y a aussi le FC Saint-Gall qui va faire du naming pour le stade, donc fini le Kiboun Park. Là, il cherche un nouveau sponsor et le Benfica serait éventuellement prêt à débourser 18 millions pour Zeki Amdouni, notre attaquant de la Nati. Mais avant ça, l'histoire de fou entre Barcelone et Osasuna. Donc, je vous remets le contexte. Barcelone et Osasuna devaient jouer et malheureusement, le jour même, le médecin du club de Barcelone est mort. Donc, évidemment, paix à son âme, mais le club a décidé de reporter le match à cause de cet incident-là. Le match a été reporté au 27 mars. Jusqu'à là, ça va. Sauf que le 27 mars, c'est un jour après que Araujo et Rafinha sont en sélection en Amérique du Sud. Et c'est surtout un jour avant que Osasuna doivent se déplacer à Bilbao. Donc, au niveau de la date, c'est n'importe quoi, les gars. Ils auraient pu choisir n'importe quel autre jour. Je ne sais pas pourquoi ils ont choisi le 27. À qui va profiter ce match? Qui tire les ficelles de ce business? Voilà. Ah oula, attention, faites entrer la QG, attention. Voilà, enquête exclusive. Non mais après c'est vrai que c'est un peu bizarre ce truc de date comme ça. Comment ça se fait qu'ils choisissent des dates comme ça au hasard? Alors je pense pas que ce soit au hasard, les calendriers sont surchargés, les joueurs s'en plaignent déjà suffisamment. Il y aura une nouvelle compétition cette année avec la Coupe du Monde des clubs. Enfin voilà, je pense sincèrement qu'ils n'avaient pas trop le choix. Et malheureusement, ça montre aussi que même si les joueurs de foot gagnent pour certains des millions par année, ça reste des êtres humains, ils ont besoin de repos, ils ont besoin de... Et ça posera peut-être problème maintenant. C'est clair que s'il n'y a pas de blessure, s'il n'y a pas de manque majeur et que le Barça remporte le match comme il est censé le remporter, on n'en parlera plus dans quelques jours. Mais oui, effectivement, s'il y a une surprise, et je pense que ça ira seulement dans ce sens-là, c'est-à-dire que si Osasuna bat le Barça, on aura une polémique certainement... voilà. Donc... Je dirais pas que ce soit fait exprès, Christophe Ondelat, bien sûr, avec moi. Bien sûr. Mais voilà, je pense vraiment qu'il n'y a pas de choix et que les calendriers sont surchargés. Ça c'était pour les infos en vrac. Donc moi, je vous propose qu'on passe tout de suite à la partie de la rubrique foot suisse. Et il est blessé. Il jouait, il est blessé. L'arrogance. Quand on m'a rapporté qu'il ne reconnaissait rien avoir fait, j'étais vers lui, puis je lui ai rafraîchi la mémoire avec 3 paires de baffes à coups de pied dans les fesses. Rire, c'est bon pour la santé. Bienvenue dans cette partie rubrique foot suisse. Donc le thème du jour, effectivement, c'est la double confrontation Irlande du Nord-Suisse. Premier match à Belfast qui s'est déroulé hier à l'heure où on tourne l'émission. 1-1, un partout, donc mauvaise opération pour la Nati. La Nati qui attend une victoire depuis 9 mois. Donc même ma femme, elle va porter notre enfant un peu moins longtemps qu'une victoire de la Nati. C'est quand même fou ça. Les missiles partent très vite ici. Non mais là je vous dis, je suis en forme, donc je fais pas de cadeau. Donc voilà, un but de Vincent Sierro, premier but pour lui, pour la Nati, félicitations. Et puis but de Isaac Price sur un coup de pied arrêté de la part des Nord-Irlandais. Qu'est-ce que t'en as pensé du match déjà? Avant que je te donne mon avis, qu'est-ce que t'en as pensé? Je vais être cruel, mais possession totalement stérile de l'équipe de Suisse. Enfin, pour la faire très courte, on retombe tout le temps dans les mêmes travers de cette équipe depuis 9 mois. C'est-à-dire que parfois on joue très mal, parfois on joue bien, parce qu'on a, si vous regardez les stats de ce match-là, il y a 81% de possession. 81% de possession. C'est-à-dire que les Nord-Irlandais, ils ont couru après le ballon tout le match. Voilà, c'est un marathon. Bah oui, mais c'est un marathon, il n'y a pas de foot. Ils ont vraiment fait leur petit footing là ils ont fait leur petit footing du week-end. Et c'est un manque total de création offensive. Parce que si vous regardez, il y a 9 tirs pour les Nord-Irlandais, 6 pour la Suisse. 80% de possession, 718 passes contre 170, 7 fois plus de passes. Et c'est stérile.
Donc ouais, on Je vous donne juste les compos du match de la part de la Nati. Donc Murat Yakin avait choisi de commencer par Kobel au but. Isaac Schmidt à gauche avec Ricardo Rodriguez et Cédric Séziger au centre. Gartenman, première sélection aussi à droite. Massanciero et Zakaria, Denis, le monégasque qui était au milieu de terrain. Mbolo, Vargas, Ndoye et pour compléter l'attaque, Ebisha. Qu'est-ce que t'en penses déjà de ce 11 ? Personnellement, je te donne juste mon avis. Denis Zakaria, Ricardo Rodriguez, Vargas, Ruben Vargas, Dan Ndoye, ça c'est quand même des joueurs de qualité. On les a vus aussi, même Mbolo qui a porté le brassard pour la première fois. La Nati, le 11 quand même, quand tu regardes sur papier, hein, là je parle uniquement sur papier, c'est quand, enfin je veux dire, tu joues l'Irlande du Nord sans manquer de respect, attention à tous les Nord-Irlandais qui nous écoutent, et je sais qu'ils sont nombreux, je sais qu'ils sont énormément. Ah, ils doivent sur votre être nombreux. Non mais franchement c'est fou ça quand même de faire un partenariat. Ah oui, par rapport au statut de l'équipe nationale qui est quand même bien supérieur à celle de l'Irlande du Nord. Après voilà, j'ai envie de te dire quelque part, est-ce que ça va pas dans le sens de ce qu'on voit depuis 9 mois ? On est cruel, hein, on est méchant, mais c'est vrai qu'il y a un manque total d'imagination. À l'image peut-être de Murat Yakin qui était d'ailleurs défenseur. C'est-à-dire que c'est peut-être une équipe qui, à la base, est censée défendre correctement. Peut-être qu'au niveau du travail offensif, c'est pas son truc, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas de réponse toute faite. T'as parlé du 11, je trouve que c'est un très bon 11, c'est un très beau 11. Il y a des joueurs vraiment de qualité. Gartenman, évidemment, bon, bah, j'ai peut-être un peu plus de réserve, je ne connais pas ce joueur, je vais être très honnête, je l'ai découvert là. Mais voilà, c'est un 11 à risque, même dans les gens appelés, je trouve qu'il a pris des risques, il a changé un peu, il n'y a pas vraiment de statut quelque part, à part certains, évidemment. Je pense notamment peut-être à Kobel, maintenant qui est le numéro 1 indiscutable, mais en dehors de ça, et Rodriguez qui joue beaucoup. Évidemment, mais en dehors de ça, c'est un 11 qui peut bouger, c'est un 11 avec beaucoup de jeunesse, de fraîcheur. Et malheureusement, c'est pas retrouvé sur le terrain, quoi. J'ai pas retrouvé cette fraîcheur-là, j'ai pas retrouvé cette nouveauté, j'ai pas retrouvé assez de culot. Enfin, voilà. Et pourtant, quand on regarde les gens qui sont rentrés, on regarde les gens qui sont rentrés avec les Alvin Sanchez que moi j'adore évidemment, Fabian Rieder aussi, que c'est un joueur qui malheureusement n'a pas peut-être la carrière pour l'instant que moi je lui promettais, toute humilité. Il y a vraiment un manque cruel d'imagination dans cette équipe de Suisse, et c'est un peu le mal du pays, on va dire. Je sais pas ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que c'est un peu, les années se suivent et se ressemblent. Il nous manque vraiment cette imagination. En fait, si tu veux, le problème c'est que nous, la Suisse, comme équipe de foot, les gars, je vais vous dire sincèrement, on n'est pas sexy. Voilà, on n'est pas sexy. On est très discipliné. On est très défensif, très organisé, etc. Mais on n'est pas sexy. Voilà, prenez n'importe quelle équipe d'Amérique du Sud, il y a toujours un créateur, il y a toujours un dribbleur, il y a toujours un gars qui vient, machin, passer l'homme, etc. Là, en Suisse, on vous apprend, et là c'est pas des je pense, c'est des sources sûres, vu que Polo Fay et moi, on est vraiment dans le système de foot suisse. Je vous dis, les directives sont dribbler le joueur que en zone 3 sur les côtés. Voilà. Si tu as la possibilité de faire un 1 contre 1, c'est que là. Sinon, il faut chercher toujours et uniquement la passe. Et ça, c'est quand même fou quand cette mentalité-là se reflète aussi sur le jeu et l'équipe de Suisse. On n'a pas de créateur. T'as pas de créateur, t'as pas un gars que tu peux dire peut-être Ruben Vargas aujourd'hui, etc. Xherdan Shaqiri à l'époque de ces belles années aussi avec la Nati. Mais sinon, Vargas, t'as pas un gars qui. Même Vargas qui est. Mais c'est pas évidemment. Créateur. Évidemment. Ouais, c'est un dribbleur, il aime bien toucher le ballon, mais ce que je disais par là, c'est que t'as pas un créateur. Aujourd'hui, on a vu aussi pendant cette rencontre à quel point Granit Xhaka manque à cette sélection-ci. De nouveau, aussi bizarre la raison pour laquelle il n'a pas été appelé, mais comme Jachari, on va peut-être en revenir en détail. Mais le truc, c'est que Granit Xhaka, quand il est dans la sélection, c'est lui qui fait avancer l'équipe. C'est lui qui a la stat en Europe, toi qui aimes bien les stats, tu me dis si je me trompe, mais une des plus belles stats en Europe de joueurs ayant fait le plus de passes dans le camp adverse, je crois que Granit Xhaka n'est vraiment pas loin. Donc tu vois, cette espèce de métronome dans l'équipe qui fait monter l'équipe, qui arrive à trouver les demi-espaces, qui arrive à trouver un peu les joueurs dans la chambre et qui arrive à créer des occasions, ça nous a énormément manqué, parce que Massanciero est très fort, Mbolo fait des bons appels et Denis Zakaria est très, très solide défensivement, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, production de jeu, c'était un peu vite, quoi.
Bah, je peux pas être plus d'accord avec toi. C'est-à-dire que Granit, en dehors du fait d'un joueur offensif, c'est aussi quelqu'un qui, à la relance, est très important, qui va venir avoir ce surplus d'âme, ce surplus de caractère dans cette équipe. Parce que, comme tu l'as dit, on n'est pas sexy, on n'a pas non plus des leaders propres en ordre, comme on dirait chez nous, bien sûr. Hein. Denis Zakaria, oui, est capitaine certainement à Monaco, mais on sent pas en fait de l'extérieur. Encore une fois, on n'est pas dans le vestiaire, je peux pas. C'est Mbolo. Mourad Yakin a choisi de mettre Mbolo capitaine. Oui, excusez-moi. Le problème est le même hein, pour moi, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Non, mais oui, mais t'as bien dit, Zakaria est capitaine à Monaco, c'est effectivement vrai, mais là pour la Nathalie. Mais justement, moi je me dis, si t'es capitaine dans ton club, quand t'arrives en sélection nationale, tu dois amener ce surplus de caractère, que t'es le brassard ou pas. Il faut un surplus de caractère, il faut un surplus d'âme, il faut un mec qui dise à un moment donné, les gars, là on crée rien, on n'arrive pas à avancer, et puis voilà, je vais faire la diff par un appel, une passe, quelque chose. Et Granit faisait ça. Il le fait très bien dans son club, il le fera toujours très bien. C'est quelqu'un qui peut te débloquer un match par un coup de génie, par une passe, même au niveau caractère, il peut te faire en sorte que ses coéquipiers se surpassent. Ça nous manque. Maintenant, comme tu as dit très bien et très justement, toi qui es d'ailleurs dans le circuit élitaire, oui. Et même moi, je l'avoue, j'ai ce réflexe aussi de dire, voilà, on élimine sur le côté en zone 3 dans des zones spécifiques. J'essaie aussi d'amener autre chose, c'est-à-dire que mon défenseur central peut éliminer s'il est capable en 1 contre 1. On essaye, mais c'est vrai que au vu de l'évolution du foot, ça nous demande ça. Donc on a plus d'homogénéité à tous les postes. Tu proposes à ton défenseur central. J'ai pas entendu, excuse. Vas-y. Non, je disais, en fait, tu proposes à ton défenseur central de dribbler en 1 contre 1. Je te garantis, frérot, qu'il y a des gens à l'ASF, si tu leur dis ça, ils s'arrachent les cheveux, je pense. Oui, je sais, mais c'est même pas. En tout cas, fixer, ça c'est très important. Et ensuite, s'il est capable d'éliminer et qu'il a l'occasion d'éliminer, qu'il faut éliminer, il doit pouvoir le faire. C'est ça que je dis. C'est en fait où je suis un peu dubitatif avec cette équipe nationale, c'est que je me dis, à ce niveau-là, au niveau des choix qu'on fait sur un terrain, c'est toujours ça. Il y a une logique dans le football. La logique bouge, la logique évolue. La logique d'aujourd'hui veut que, comme tu l'as dit, voilà, on élimine en zone parce que si, parce que ça, parce que X raison. Mais on n'a pas ce surplus d'âme de dire, ok, moi je vais transcender mon rôle, je vais transcender ce que je dois faire de base pour amener de la créativité. Soit on le fait, mais on le fait au mauvais moment et mal. Soit on le fait pas du tout par peur. Et ça se ressent tellement dans l'équipe nationale. C'est quelque chose que nous, et quand je dis nous, c'est tous les éducateurs de Suisse, aujourd'hui, on doit changer. Autant élitaire qu'au niveau régional, on doit changer ça. Ouais, non, c'est clair. Typiquement, pour revenir au match, c'est vrai qu'une possession stérile, là, le jeu de Mourad Yakin, enfin... Je vous dis les gars, très honnêtement, Mourad Yakin, je l'ai déjà rencontré dans le circuit élitaire. J'ai pas eu encore l'occasion de parler des heures avec lui. Et je peux vous dire que humainement, en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, qui est déjà relativement grand. Donc quand il arrive dans une pièce, ça fait partie de ces gens qui ont un charisme naturel. Donc il est très très fort dans ce qu'il fait. Il connaît très très bien son sujet. Maintenant, je sais pas, le jeu qu'il propose, il avait commencé à l'époque avec une défense à 3, maintenant il est revenu à 4. Là on le voit, il a fait un 4-2-3-1 là pour l'Irlande du Nord. Personnellement, je sais pas si ça se joue au niveau de la sélection des joueurs. Est-ce que ça se joue aussi de l'idée de jeu qu'il essaie de mettre en place? Mais une possession, c'est bien. Une possession stérile, ça fait pas grand-chose. On a vu le nombre de passes, Ploffel l'a dit, le nombre d'occasions, le nombre de tirs. L'Irlande du Nord a été beaucoup plus prolifique et pragmatique que l'équipe de Suisse. Et c'est aussi ça qui nous a fait défaut pendant ce match. Petit discours parallèle aussi par rapport à Jachari. Cercle Bruges. Donc joueur extrêmement important du Cercle Bruges, joueur très important aussi pour la Nati. Mourad Yakin est venu dire publiquement que Granit Xhaka et Jachari donc étaient mis au repos. Et quelques jours après la décision, Jachari joue contre Charleroi. Ça c'est quand même, je veux dire, là on marche sur les mains les gars. Oh. Le sélectionneur te dit non, il peut pas jouer, il doit se reposer. Quelques jours après, il joue un match de championnat. Ça c'est quand même fou ça. Ah, c'est un débat qui est drôle parce que c'est un débat qu'ils ont aussi eu en France, typiquement, où on parle de repos. Alors maintenant, encore une fois, je suis pas dans le staff ni de l'équipe de Suisse ni de Bruges, dans le sens où au niveau de son cycle à Jachari, est-ce que vraiment il a eu assez de repos en venant pas au match, etc., etc. Il y a aussi les trajets, il y a aussi ce genre de choses.
Je ne sais pas. Ce que je sais en revanche, c'est... Alors, je dis pas que c'est une compétition majeure, on est d'accord. Mais c'est quand même un match. Oh, oui. Non, mais attendez. Non, c'est pas une compétition majeure. Il y a pas... Non, mais c'est pas au niveau du romantisme majeur, mais... Au niveau du romantisme, je suis désolé, c'est pas une compétition majeure. La Ligue des Nations, j'ai vu personne me dire tu te rappelles cette année-là quand on a gagné la Ligue? Non. Personne n'en parle comme ça. Mais ça, c'est quand même relativement nouvelle. C'est quand même quelque chose d'important au niveau du surtout que Mourad Yakin visiblement veut renouveler un peu son équipe nationale. Au niveau du cycle, au niveau de la connaissance du groupe, au niveau des échéances, c'est un match qui est important. Ne pas se priver d'un joueur comme Jachari qui est en pleine forme, qui est un joueur qui peut apporter justement un peu plus d'allant offensif, c'est un problème. Pour Granit, c'est autre chose. Il a aussi un certain âge, c'est un pilier de cette équipe nationale, on le connaît, on l'a vu, il n'y a pas de souci. Mais Jachari, c'est pas le même statut. Et moi j'aimerais bien voir Jachari dans cet effectif et prendre ses marques. Et là tu t'en prives parce que tu dois... C'était quoi, un match de championnat? Ouais, c'est un match de championnat contre voilà, c'est Charleroi. Mais il y a beaucoup de trucs qu'on sait pas parce que je me dis, t'es entraîneur de Bruges, le sélectionneur, donc tu discutes avec lui. C'est sûr et certain que Mourad Yakin discute avec l'entraîneur de Cercle Bruges. Vous vous mettez d'accord, il joue après. C'est quand même super bizarre. Est-ce que peut-être que Mourad Yakin a dit pour l'Irlande du Nord, j'ai pas besoin de joueurs, j'ai pas besoin de grands joueurs. Enfin, j'ai pas besoin de joueurs piliers de cette équipe. Je vais utiliser ce match pour pouvoir essayer de nouveaux joueurs, essayer de nouvelles tactiques. Est-ce que c'est vraiment la meilleure solution? Je sais pas. Enfin, moi personnellement, j'ai vraiment pas compris ces choix. C'est toujours facile un peu de taper. Là, c'est un peu tiré sur l'ambulance. De toute façon, ça fait un partout. Juste petite info pour les auditeurs. Au moment où on enregistre cette émission, le deuxième match n'a pas été joué. Donc malheureusement, je ne sais pas comment ça va se passer. Moi, je pense quand même que la Suisse va finir par gagner cette double confrontation. C'est ce qui est prévu. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de présenter une équipe comme ça en tout cas. Ok, donc maintenant, moi ce que je vous propose les gars, c'est qu'on passe directement au foot international avec les quelques belles affiches qu'on a aussi cette semaine. Et tout de suite, c'est la rubrique internationale. Final. Que mira, bobo. Anda para allá, bobo. Grand Brésil, Ronaldinho, Ronaldo, enfin voilà quoi, tout ce qu'on sait. Magnifique. Brésil ou pas, on bat les couilles. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Espagne, Pays-Bas, Italie, Allemagne, Portugal, Danemark, France, Croatie, que des belles affiches. C'est ça aussi la Ligue des Nations, c'est de pouvoir nous régaler avec ce genre d'affiches. Personnellement, à titre personnel, pas pour le podcast, personnellement, quel match t'as regardé plus volontiers que les autres? Qu'est-ce qui t'a fait kiffer cette semaine? Alors très honnêtement, Espagne Pays-Bas. Parce que c'est des équipes qui, dans ma vision du football, se rapprochent le plus de ce que j'aimerais peut-être produire ou de ce qui me parle le plus, ou qui sont peut-être les équipes internationales, parce que je suis pas fan de football international, il faut que je le dise ces dernières années. À mon époque, de vieux papy, oui. Pour les grandes compétitions quand même, hein, Coupe du Monde. Oui, Euro, évidemment pour les grandes compétitions, mais même là, il y a plus autant de hype. Maintenant, il y a quand même des équipes où je trouve qu'on... De toute façon, ton intérêt s'est arrêté en 2004, hein, quand t'as finalement vécu ce que t'avais envie de vivre, et puis voilà, merci au revoir. Mais c'est pas vrai, c'est tellement pas vrai. Non, il y a eu 2006 avec Zizou par exemple. Non, c'était pas. Mais ce que je veux dire par là, je remets juste le contexte pour faire des origines grecques, c'est pour ça que. Ouais, effectivement. Donc j'ai beaucoup pleuré. Mais revenons à nos moutons. Je pense que c'est les deux équipes qui se rapprochent le plus de ce qu'on peut trouver en club. Je m'explique. Quand t'es en club, il y a des automatismes, il y a des relations qui se font, il y a un football beaucoup plus léché, puisque répété au quotidien. Dans le football international, c'est plus compliqué, donc c'est beaucoup plus pragmatique comme football généralement. Et je trouve que les deux équipes qui s'en sortent le mieux à ce niveau-là, c'est les Pays-Bas et l'Espagne, qui essaient vraiment de proposer quelque chose. Bon, ça, c'est mon opinion. Je sais pas toi ce que t'en penses. Mais alors attention, parce que je te rejoins dans ce que tu dis, mais l'Espagne, je peux comprendre, vu que de toute façon 90% des joueurs viennent soit de Barcelone, soit de Real Madrid. Oh non. Mais pas du tout. Non mais bon, okay. Non mais
je stéréotype. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu me parles des automatismes en international, c'est compliqué de les avoir, et qu'avec ces deux équipes, tu arrives à les retrouver. Je peux comprendre. Pourquoi ? Parce qu'en Espagne, tu as vraiment, comme j'ai dit, la plupart des joueurs qui viennent de ces deux grandes équipes espagnoles. Mais maintenant, pour le Danemark, tu as quand même la plupart des joueurs hollandais jouent en international. Comment tu as eu le ressenti que les joueurs arrivaient quand même à se trouver malgré le fait qu'ils jouent pas ensemble en club ? Alors, si je regarde le 11 de départ, par exemple, c'est peut-être une explication. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dans cette sélection, dans le 11 de départ, depuis un bon moment. Si vous regardez Reinders, Simons, Depay, Van Dijk, De Ligt, c'est tous des joueurs qui jouent depuis... Gakpo aussi, je l'ai oublié. C'est tous des joueurs qui jouent ensemble dans cette sélection depuis un moment. Donc c'est un groupe qui se connaît. C'est exactement ce qu'on disait avant avec la Suisse. Il faut créer des liens en équipe nationale. Il y a des joueurs qui ont des statuts. C'est aussi pour ça qu'on retrouve parfois des joueurs qui ne mériteraient pas d'y être, qui reviennent. C'est parce que dans le groupe... Tu parles de qui là par exemple ? Je pense à l'équipe de France là, pour certains joueurs, mais je vais pas donner. Ah d'accord, ok, ouais. Voilà. Ok. Mais voilà, il y a des automatismes. Pas de name dropping, bien sûr. Pas de name dropping, pas de. Non. Mais voilà, et l'Espagne c'est pareil. Il y a. Mine de rien, si je regarde le 11 de départ, je me dis oui, c'est des joueurs qu'on a vus en compétition internationale. Bien sûr, Cucurella, Williams, Morata, Yamal, Pedri. Ils se connaissent. Donc ça crée des choses. Et quand on parle le même langage footballistique, ça aide aussi. Évidemment. Alors je rappelle le score pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc 2-2. Nico Williams, 9e minute. Gakpo qui égalise à 28e. Reinders qui marque le 2-1. Atto qui se prend le carton rouge. Mérité. Ouais, mérité. Puis ensuite Merino à la 93e qui sauve les Espagnols d'une défaite aux Pays-Bas. Moi personnellement le match je l'ai trouvé très plaisant à voir. J'ai vu deux excellentes équipes. On a aussi, moi je vous parle de ma génération, mais bon voilà, on a quand même une nouvelle génération en Hollande qui est passée. Donc moi je vous parle de l'époque avec les Sneijder, les Robben, etc. Donc ça c'est loin. Et puis maintenant on a justement avec cette nouvelle génération Frimpong, Kluivert, Gakpo, Reinders, Verbruggen au but. Voilà, c'est un peu le renouveau de l'Hollande avec quelques joueurs effectivement d'expérience, Depay, Van Dijk, De Jong aussi, qui gentiment aussi fait partie des piliers de cette équipe. Puis de l'autre côté, les Espagnols, on avait justement Morata, Lamine Yamal, Williams, Fabian Ruiz, très critiqué en club, mais qui a toujours sa place en sélection, Cucurella, Le Normand, Pedro Porro bien sûr, et Unai Simon au but. Moi personnellement, je te dis, le match est très, très plaisant. Je sais pas si tu as encore des stats sous les yeux par rapport à ce match. J'en ai plein. T'en as plein. Donc les mathématiciens des podcasts, c'est malin. On adore les stats avancées, bien sûr. On adore ça. Non, mais parce que je trouve que ça peut traduire beaucoup de choses, parce qu'il y a l'œil du spectateur. L'œil du tigre, bien sûr. L'œil du tigre. L'œil du tigre. Il y a l'œil du spectateur et il y a la réalité des terrains. Et sans vouloir tout dire, ça peut expliquer pas mal de choses. Typiquement, là, j'ai une stat qui est intéressante, c'est l'utilisation du terrain. La Hollande est les Pays-Bas, j'ai failli dire une bêtise, la Hollande. Les Pays-Bas sont très équilibrés. 34% jouent du côté gauche, 31% au milieu, 36% du côté droit. Donc, c'est très équilibré. Et l'Espagne, c'est ce qu'on a vu dans les compétitions internationales. On utilise beaucoup les côtés, forcément, puisque tu as deux dynamiteurs fantastiques. Mais c'est 31% du côté droit et 43% du côté gauche. C'est-à-dire que Williams a été beaucoup plus trouvé que Yamal. Par exemple, c'est des choses qui sont très intéressantes. On comprend un peu les intentions de chaque équipe. Voilà. Par exemple. Peut-être que Yamal était aussi beaucoup plus prisé par les Hollandais. C'est ça qui a fait qu'ils n'ont pas réussi à le trouver comme il faut. Parce que c'est vrai que Yamal, j'ai pas envie d'être un gros suceur de Yamal, les gars, mais franchement, c'est un talent, c'est quand même dingo, quoi. Ce qu'il fait à son âge, c'est dingue. Franchement, je vous dis, les gars, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un jeune joueur autant performant que ça. Très sincèrement. Alors j'ai pas envie de mettre le projet Mbappé sur lui, parce que voilà, on a vu ce que ça a donné. Mais très honnêtement les gars, moi personnellement, ça reste mon avis, Yamal très fort, très fort. Je me réjouis de comment ça va évoluer dans. Attention, tu t'es mouillé là. T'as dit Yamal très fort, là t'as pris des risques.
Franchement, Non, t'es un bon, godin. bon, T'es un fou. heureusement, moi j'enfonce des portes ouvertes là. Franchement, la malle, déjà au Barcelone avec l'âge qu'il a. Allez, je vais dire une dinguerie. Vous êtes prêts pour la dinguerie de la journée, les gars? Franchement, la vérité, la malle, il boit Rafinha tous les jours. Voilà, merci, au revoir. Bonne journée aussi. Non, mais franchement, la malle est beaucoup plus fort. Alors moi, je vais dire une dinguerie par contre. Attendons de voir. Yamal est, Non, mais évidemment. Yamal est sur l'eau, marche sur l'eau, est très très fort. Combien de jeunes joueurs talentueux on m'a vendu en me disant oh là là, c'est le nouveau TR7, oh là là, c'est le Messi. Attendons, il est très jeune, une carrière c'est très long, c'est un marathon. Attendons, on lui souhaite pas bien sûr, mais il est bien sûr. Attendons les en tout cas, tous les voyants sont ouverts, c'est ça que je voulais dire. Tous les voyants sont ouverts, c'est ça. Ouais, disons que le potentiel qu'on peut entrevoir est prometteur, très prometteur. Ah ouais, au-dessus de la moyenne, clairement. Prochain match, on avait aussi justement Portugal-Danemark, parlons-en. Là, je vais te laisser. Alors là, tu vois, bizarrement, j'ai envie de te laisser la parole. J'ai envie de t'entendre. Ça m'a très envie de parler. Non, mais sérieusement, les gars, c'est un accident. Un accident, c'est pas. Alors, c'est ce qu'on disait aussi en rentrée avec le Prophète. C'est pas un accident de perdre contre le Danemark. Parce que Danemark, c'est Eriksen, c'est Hjulmand, c'est Schmeichel, c'est quand même des gros joueurs qui sont là. C'est pas une finalité de perdre contre le Danemark. Par contre, c'est une finalité de perdre contre le Danemark quand on a un effectif comme le Portugal, les gars. Alors je vais me lâcher. La sélection du Portugal, les joueurs qu'ils ont, sur papier, fait partie du top 3. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, il faut changer de sport. Les meilleures sélections actuelles dans le monde. Ok ? Top 3. Pourquoi ? Parce qu'on n'a que des joueurs qui jouent au top niveau. Au top niveau, Ruben Dias, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Pedro Neto, Cristiano Ronaldo, Raphaël Leão, Diogo Costa, les gars, un effectif comme ça, c'est pas la Ligue des Nations que tu dois gagner, c'est la Coupe du Monde. Et je comprends pas les idées de Roberto Martinez. Je ne comprends pas pourquoi. Alors là, je vais lancer un débat, mais ça va être catastrophique. Ah, mais avant de lancer le débat, les gars, je vais juste mettre les points sur les i. Pour moi, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde. Ok ? Voilà, ça c'est dit. C'est encore actuellement mon kiff. Alors, dans l'histoire du foot, il fait partie des top 5. Oula, ok, ouais. Indéniable. Ah, j'ai fait une petite attaque d'aérophagie là. Ah bah, allez, assez. Non, mais on va s'en sortir, vous inquiétez pas. On va boire un coup. Alors, voilà. Donc, pour moi, et ça reste mon avis, il fait partie des GOAT. Après, il y a toujours la discussion. Ronaldo, il fait partie des GOAT ou c'est le GOAT ? Pour moi, dans mon cœur, c'est le GOAT. Voilà, ça c'est mon avis plus que subjectif. C'est pas objectif, c'est subjectif. Mais où on peut se rejoindre, c'est qu'effectivement, il est totalement dans la discussion. Il n'y a pas de souci. Ah, voilà, merci. Voilà. Et donc en fait, aujourd'hui, à 40 ans, est-ce que c'est encore le Ronaldo que c'était ? Je ne pense pas. Est-ce qu'il est indispensable dans l'équipe ? Oui, il l'est. Est-ce qu'il est indispensable au niveau d'être titulaire et d'avoir autant de temps de jeu ? Et c'est là que le débat commence. Sérieusement, les gars, moi je suis le premier. J'aime Ronaldo, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il laisse un peu la place à d'autres joueurs. On a des Gonzalo Ramos, des Diogo Jota, des joueurs qui peuvent faire la différence, qui peuvent apporter de la fraîcheur, qui peuvent apporter des nouvelles idées. Moi, personnellement, aujourd'hui, Ronaldo dans l'effectif, en tant que titulaire, 90 minutes, faut... compliqué, quoi. Franchement, compliqué. Compliqué. Je suis pas sûr que Roberto Martinez fait les bons choix. Après, il y avait des joueurs, j'ai oublié de les mettre, mais bon, évidemment, Bernardo Silva, même s'il n'est pas maintenant au top de sa forme, ça reste un excellent joueur. On a aussi des joueurs comme Palhinha du Bayern, même si je l'aime pas du tout, João Félix, etc. Donc voilà, c'est quand même des joueurs, les gars, top niveau mondial. Mais qu'est-ce que vous foutez ? 1-0, c'est un accident. C'est un accident de parcours, ça c'est sûr. Pas content, hein ? Pas content. Alors c'est là que le débat va être... Je parlais avec mon podcast, j'étais avec ma pancarte. Ma pancarte là. Ah oui, j'ai vu, non, mais j'ai vu, ça te tient à cœur, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et moi, je vais peut-être dire quelque chose de moins affectif parce que je ne suis pas portugais, que j'adore cette équipe parce que vraiment, comme toi, je trouve que l'effectif est absolument dingue.
mais pas forcément équilibré. Et c'est ça le problème, c'est que vous avez une force offensive monumentale, mais si je regarde défensivement, je trouve ça faiblard. Ah bon? Ouais, c'est mon opinion, je trouve que défensivement vous êtes faiblard. Ben Diaz, Nuno Mendes, Diogo Costa, ça va? Renato Vega. Gonzalo Ignacio. Renato Vega, ok, mais je veux dire, quand tu penses à l'équipe du Portugal, c'est pas forcément lui que t'as en tête. Qui est selon toi, je pense pas que tu as les stats sous les yeux, qui est selon toi le Portugais avec la meilleure note de match? Ça, c'est mon avis. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Moi, j'aime toujours aussi Bruno Fernandes. Je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup sur le jeu, beaucoup dans l'ombre aussi. Donc, ouais, je pense qu'il fait partie de ces joueurs qui peuvent faire la différence. Pour le match en question, les 3 meilleures notes, c'est en 3e Dalot, donc un défenseur. En 2e, c'est Renato Vega, défenseur. Et la meilleure note, c'est Costa. À partir du moment où ton gardien, sans manquer de respect à ce poste qui, comme je l'ai dit dans le podcast précédent, est certainement un des plus influents à l'heure actuelle dans le football moderne, quand tu as ton gardien qui a la meilleure note du match, ça montre en tout cas des signes de la qualité défensive que tu as présentée pendant ce match. Ça veut surtout... Alors attention, parce que moi je vais te regarder le verre à moitié vide, à moitié rempli. Ça veut surtout dire que quand tu avais le ballon, t'as pas été dangereux, que t'as pas été dominant, que t'as pas marqué de but. Parce qu'une équipe qui marque, une équipe qui domine, une équipe qui attaque, c'est pas une équipe qui subit. Donc là, si t'as subi, c'est que les attaquants ils ont pas fait le taf non plus. Ah bah ça oui, effectivement que le premier défenseur c'est l'attaquant, c'est pas ça. C'est que oui, effectivement, si tu mets Cristiano Ronaldo sur le terrain, tu admets que t'as un joueur défensif en moins. Tu admets justement, ça. Il est là le débat. Que fait-il alors, je résume. Il court pas autant vite qu'avant. Il peut plus ouvrir autant d'espace et faire autant d'appels qu'avant. Il défend pas parce que défensivement, moi je pose la question. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo titulaire en équipe du Portugal, qu'est-ce qu'il apporte? C'est une vraie question, c'est pas provocatif, c'est une vraie question. Qu'est-ce qu'il apporte? Alors ouais, c'est ça. Alors moi je suis totalement d'accord avec toi. On en parlait off. Un Cristiano Ronaldo en sélection, tu dois le garder. Tu dois le prendre. Tant qu'il est en forme, tant qu'il peut jouer, tant qu'il peut apporter, il faut le garder. Alors mettez-lui un maillot du staff alors. Mettez-lui un maillot du staff. Il fasse un entraînement des attaquants. Quand tu as été joueur, tu as oublié parce que maintenant tu es coach à succès. Mais quand tu étais joueur de foot, même à ton petit niveau. Bien sûr. Mais même à ton petit niveau, tu te rappelles quand même que quand il y a un mec qui partage avec toi le terrain ou ton coach, les remarques, peut-être les conseils ne sont pas pris de la même façon. Donc oui, je pense que Ronaldo est extrêmement important dans un vestiaire parce qu'il peut quand même jouer au foot. Pour moi, il peut apporter encore pendant 30-35 minutes, il peut être vraiment performant. Maintenant... Voilà, 30. Mais oui, parce que là, il a encore cette capacité à finir, il a toujours ses qualités, c'est un mec très intelligent, mais pas titulaire. Voilà. Et ça me fait mal de le dire, mais pas titulaire. Voilà. Et ça, c'est on fera pas ce débat aujourd'hui. Mais c'est un débat qui pourrait être intéressant pour les prochains podcasts, c'est les statuts en équipe nationale. Est-ce que c'est constructif ou pas? Est-ce que ça aide ou pas? Dites-nous sur les réseaux si vous voulez qu'on fasse un sujet là-dessus. C'est avec plaisir qu'on s'embarque là-dedans, les gars. Troisième match, Italie-Allemagne. Match en Italie. Les Italiens ont perdu, pourtant ils ont commencé super bien avec un but de Tonali. Et les Allemands qui marquent par 2 fois avec Kleindienst et Goretzka, respectivement 49e, 76e. Un grand savant du foot disait le foot c'est 11 contre 11 et à la fin c'est l'Allemagne qui gagne. C'est un peu ce qui s'est passé là. Toujours, mais parce qu'on n'en parle pas assez, parce que oui, on connaît la qualité allemande, bien sûr. Quand on regarde le 11 titulaire, c'est quand même... Et encore, il n'y a pas les meilleurs joueurs. La qualité de cette équipe, c'est fantastique à chaque fois. Ça me rend dingue d'avoir une équipe nationale comme ça. J'aimerais bien être allemand de temps en temps. Mais vous dites quand même que dans la mentalité de ces gars, et le proverbe ne sort pas de nulle part, la mentalité allemande, elle est fantastique. Ils ont eu une période de creux, on s'en rappelle encore. Ils ont toujours un peu cette période où c'est un peu plus compliqué, on n'arrive pas. Mais même là, vous perdez Kroos, qui est quand même le maître à jouer de cette équipe nationale. Même face à une Italie qui était plutôt intéressante, qui est quand même une grande nation du foot, qui a quand même des joueurs de qualité, mais c'est clair que c'est plus la grande Italie, évidemment. C'est ça.
Alors, c'est plus la grande Italie, mais je vous donne quand même quelques joueurs avec Di Lorenzo, Calafiori, s'est blessé, Keane, Tonali, qui s'est blessé tout à fait, Donnarumma, Barella. Alors, bon, les gars, alors, c'est pas le grand Italie de Zambrotta, Totti, ce que vous voulez, ok, mais quand même, là, c'est quand même des joueurs qui font en sorte que l'Italie peut être plus que performant sur le terrain. Donc là, c'est là que je comprends pas, c'est comment, même quand tu joues contre une grande nation du foot, qu'est l'Allemagne, avec des Musiala, des Pascal Gross, etc., comment tu fais en sorte de ne pas être assez solide sur ton propre terrain. Je vous rappelle que le match, il a quand même été en Italie. Bah, encore une fois, je pense que ça s'explique aussi par la qualité de l'adversaire, sincèrement. Je pense vraiment que ça s'explique par la qualité de l'adversaire. Si je regarde le groupe, là, j'ai le 11 titulaire sous les yeux de l'Italie. Déjà, Barella n'est pas là. Et ça m'a l'air extrêmement jeune. Alors, j'ai pas le. Est-ce que j'ai. Ouais, c'est 24 ans, ça va. La moyenne d'âge, c'est 24 ans, 24,8. Donc ça va. Mais il y a quand même des gens qui, en tout cas en équipe nationale, ont pas un parcours immense. Oui. C'est nouveau. C'est nouveau pour eux. L'Allemagne, par contre, est une vieille équipe. Moyenne d'âge, 29,1 ans. C'est une très vieille équipe. Ouais. Rappelons aussi quand même une petite chose sur l'Allemagne, et c'est ça qui me fait très peur à moi personnellement, c'est qu'il manquait quand même Florian Wirtz, Marc-André Ter Stegen et Kai Havertz. Donc ça montre à quel point ça montre vraiment à quel point cette équipe est toujours peur. C'est clair. Alors on les attend aux prochaines compétitions, mais effectivement ça fait partie de toute façon ces nations de foot, hein, comme il y en a encore et toujours, que quoi qu'il arrive, quelles que soient les époques, il y a de toute façon des joueurs pour faire le taf et de la qualité sur le terrain, et ça c'est quand même fou, quoi. Tu parlais dernier match italien. Attends, tu parlais d'un joueur italien, excuse-moi, hein, tu parlais d'un joueur italien très intéressant, on en reparlera juste après, ouais. Mais Sandro Tonali, ouais. Moi je... Ah oui, effectivement. On l'attendait pendant 30 ans, je me dis, ça commence à sentir pas mal. Hein. Effectivement, donc là on en parlera justement dans le prochain sujet qui va toucher au niveau de le foot international, avec les sujets de prédilection, mais effectivement, Tonali, grand joueur, déjà au Milan, et par la suite aussi. Donc finalement, France-Croatie, alors... Qu'est-ce que tu en as pensé? Pourquoi tu rigoles déjà? Non, parce que je te connais, donc voilà, on va parler de la France, ça fait toujours des étincelles. Vous voulez vraiment, tu veux un avis concret Ah bah évidemment. Je vais citer un grand confrère, hein, maintenant, puisque je suis podcasteur. Puisque maintenant je suis podcasteur aussi, je vais citer un grand confrère. Ils ont été dégueulasses. Ah ouais? Ah ouais, c'était dégueulasse. Pour moi, dans la Ligue des Nations, la plus grosse contre-performance, c'est celle-là. Sans manquer de respect à la Croatie, mais quand il a quel âge Modric déjà? Alors lui, il a, alors si je me trompe pas, Modric, d'après 39. Les infos que j'ai, il a 39 ans exactement. Voilà. Quand tu as un joueur encore une fois de très grande classe, on est d'accord. D'accord. Mais puis surtout, il n'est pas tout seul sur le terrain. Oui, il n'est pas tout seul, mais qui te démonte. Dans tous les sens. Il y a un souci. Je suis désolé, il y a un souci. Non, mais je rappelle juste les quelques compos. Du côté français, on avait donc en attaque Mbappé, Colomani, Dembélé, Tchouaméni au milieu de terrain, Rabiot, Guendouzi, défense Saliba, Konaté avec Koundé et Digne sur les côtés, puis Maignan au but. Du côté croate, on avait donc Kaletaka, Guardiol, Modric, Kovacic, Kramaric et Perisic. Donc ça, de nouveau les gars, tu me parlais de Modric, ouais, effectivement, mais Perisic aussi. C'est quand même des... Ah bah voilà, Perisic aussi. Guardiol, quel joueur Guardiol. Oh, quel joueur les gars. Oh, franchement, il m'a fait kiffer. Hein. Guardiol, super défenseur latéral. Super. Grosse mention pour lui en tout cas. Faux latéral, ouais, non, je suis d'accord. Faux latéral. Pour moi, ça reste un faux latéral. Même si, ouais, effectivement. C'est un peu, encore une fois, l'influence de Guardiola sur ce genre de choses, où tu te dis, putain, mais c'est un défenseur central qui est passé à gauche, qui est capable de rentrer à l'intérieur si, enfin, ouais. C'est fou. Et rappelons que Guardiol, on va le dire correctement, est très jeune. Guardiola, ouais. Mine de rien, il est très jeune. Donc, oui, alors c'est fantastique. Et par rapport à ce 11 de France, donc on a Rabiot, Guendouzi, des bons relanceurs. On a Tchouaméni qui arrive vraiment bien à ratisser le terrain et faire un fil défense. On n'a pas de créateur.
Non, mais Guendouzi. Guendouzi. Non, mais je répète, Guendouzi. Ouais. En équipe de France. Ouais. T'as pas un mec dans tout ton vivier national qui peut prendre la place de Guendouzi. Ah, mais il y avait d'autres gars, Kamavinga, etc. Mais. Rappelez-moi, Guendouzi il joue maintenant à la Lazio, c'est ça? Ça, ouais. Ah, ouais. Ok. Alors, certainement qu'il fait une très bonne saison. Pour être très honnête avec vous, c'est pas le joueur que j'ai suivi le plus. Notamment, c'est pas le club que j'ai suivi le plus, mais c'est pas le joueur que je suis le plus. Sincèrement. Guendouzi. Et après, on s'étonne que. C'est un milieu de terrain travailleur, il n'y a pas de souci, il travaille beaucoup, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est ça le problème de cette France qu'il y a eu, c'est que, bon, pour finir le parallèle que j'étais en train de tirer, c'est que Adrien Rabiot, Matteo Guendouzi, Tchouaméni, 3 travailleurs, 3 ratisseurs de terrain, etc. Créateurs, 0. Voilà. On n'a pas de créateurs, on n'a pas de joueurs qui peuvent apporter offensivement, qui peuvent créer des espaces, qui peuvent aller avec le ballon. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas. Et c'est ça qui a fait défaut, parce que je pense que Didier Deschamps a laissé Mbappé, Colomani et Dembélé tout seul devant. Débrouillez-vous les gars, bonne chance. Mais ça aussi j'ai une vraie question à te poser. J'ai une vraie question à te poser par rapport à ça. Vas-y. Au niveau des intentions de jeu, parce que tu pars en 4-3-1-2. Au niveau de tes intentions de jeu, clairement tu arrives là-bas pour défendre. Complètement. Mais pour quelle raison? Ouais. Bah parce que c'est ça. Est-ce que Didier Deschamps, pourquoi Didier Deschamps a eu cette approche? Moi je comprends pas non plus. Il y avait des joueurs comme Désiré Doué qui peut vraiment apporter vraiment quelque chose pour créer ce jeu. Barcola qui est rentré à la 64e pour remplacer Colomani, mais qui a aussi eu des problèmes pour trouver des espaces. Est-ce qu'on serait pas à la fin d'un cycle avec Didier Deschamps? Merci pour les travaux, franchement. Très honnêtement, est-ce que c'est pas la fin d'un cycle? Bien sûr que c'est la fin d'un cycle, mais ça n'excuse pas tout. Didier Deschamps, c'est quelqu'un de très pragmatique, il est très malin, il est très intelligent, c'est un excellent sélectionneur. Je comprends pas les choix. Je comprends pas pourquoi tu arrives là-bas en voulant subir. Alors tu as la possession, largement. Oui, voilà. Par contre, waouh, la production offensive. Pardon, t'as quoi, 16 tirs? Combien de cadrés? Ah non, c'est clair. Ça c'est comme non. C'est une vraie question pour ça. Combien de cadrés? Je suis en train de regarder, mais purée, c'est compliqué, C'est compliqué. Moi, je comprends pas l'approche, je comprends pas Dembélé en 10, je comprends pas. T'as des joueurs comme Michael Olise, Barcola qui peuvent t'amener de la vitesse, tu peux aller déborder, parce que... Alors certes, c'est pas des pives, mais Tzalé Tatsar et puis Soutalo, c'est pas connu pour être les défenseurs les plus rapides du monde. C'est clair. Ton milieu de terrain vieillit, et t'en profites pas. T'en profites pas en face, je comprends pas. Pour ce qui en est des matchs internationaux, est-ce que tu as encore un petit retour à faire, ou est-ce que on passe directement à nos 2 sujets de prédilection du jour, qui, je rappelle, Newcastle et Mayence. Est-ce que tu as encore quelque chose à redire sur ces matchs-là, ou bien est-ce qu'on passe directement au prochain thème? Oui, j'ai une chose à dire, c'est Didier, réveille-toi s'il te plaît. Parce que oui, t'es parti pour la prochaine compétition internationale, mais réveille-toi s'il te plaît. En tant qu'amoureux de football, moi je suis pas spécialement fan de la France, mais on veut voir autre chose. On veut voir du jeu. On n'aura jamais le jeu qu'on espère. Même les Français le disent, ils l'auront jamais. Mais là, c'est quand même vraiment Didier. Didier, s'il te plaît. Didier, tu vois de Didier, s'il te plaît. Un petit effort, quoi. Voilà, on espère voir des choses bien meilleures de leur part, quoi. Clairement. Et protagonistes. Ok, écoutez, passons tout de suite au sujet du jour, c'est maintenant. 3 for me and 2 for them. Respect. More than you believe. More than you believe, I'm happy. You aren't showing it. I'm so happy, believe me. I'm so happy. Happy New Year. Estar disponible para el partido de Ipswich. Bueno.
Sujet du jour, donc écoutez les gars, on en a deux tout simplement, donc Mayence et Newcastle. On va commencer par Mayence en Bundesliga qui font donc 45 points, ils sont 3e, le FSV de Mayence 05. T'as pu suivre l'équipe ces derniers temps, ils sont sur les 5 derniers matchs, donc 4 victoires et 1 nul, dernier match 15 mars face à Freiburg, tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe? C'est quand même un parcours de fou, ça. Alors, il y a plusieurs choses. Le sujet est extrêmement vaste. Comme tu as dit, c'est une équipe qui m'intéresse beaucoup en ce moment. Parce qu'on n'entend pas parler, on n'en parle pas beaucoup, je trouve. Mais c'est une équipe qui, selon moi, représente vraiment cette nouvelle vague dans le foot d'aujourd'hui. Avec des nouvelles approches tactiques, avec un football, comme je disais par rapport à Deschamps, c'est tout l'inverse. C'est un football protagoniste. C'est un football qui veut prendre des risques. D'ailleurs, face à Freiburg, c'est un peu ça qui pêche, c'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup de risques. Mais c'est avenant, ça tente des choses, c'est vraiment extrêmement intéressant à voir. Avec un entraîneur, pourquoi je l'ai choisi aussi lui? Parce que, mine de rien, c'est l'ancien entraîneur du FC Zurich. Bo Henriksen, qui est l'ancien entraîneur du FC Zurich, parti là-bas, c'est une équipe qu'on n'attendait pas, c'est un entraîneur qu'on n'entendait pas. Et vraiment, je trouve qu'il y a des idées de jeu, il y a des choses très 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 intéressantes. Henriksen, entraîneur de foot donc danois et ancien attaquant professionnel. Il a été comme entraîneur, donc effectivement il s'est fait remarquer aussi pour son style passionné et énergétique sur le banc. Il a commencé donc ses débuts à AC Horsens et puis on peut ensuite aller à Midtjylland et il était entraîneur du FC Zurich maintenant pour ensuite aller à Mayence. Bo Henriksen qui a su proposer un jeu alléchant pour la Bundesliga. Les résultats suivent, 45 points qui sont égalité avec l'Eintracht de Francfort. Alors je pense, à mon avis, je prends pas de risque en disant ça, que la deuxième et première place c'est un peu trop loin avec le Bayern et le Bayern qui sont respectivement à 11 points et à 17 points d'écart, donc ça nous fait quand même une grosse marge à récupérer. Mais en tout cas, ouais, super bon parcours, et puis ça c'est sûr qu'ils vont jouer à l'Europe en tout cas, si ça continue comme ça. Ah ouais, c'est ça le truc, c'est que sûr, je ne sais pas, parce que on en parlera, mais par rapport à Freiburg, j'ai vu aussi pendant le match les limites aussi de cette équipe. C'est aussi un jeu qui demande énormément physiquement. Est-ce que tu es capable de tenir? Est-ce que tu as aussi la profondeur de banc pour tenir? Ça c'est autre chose. C'est pas des joueurs bling bling, hein, les mecs. Non, c'est très bon joueur d'équipe. Mais voilà, pas encore. Hein, je me rappelle de Leicester quand ils gagnaient le titre, Jamie Vardy et Mahrez, c'était pas non plus des joueurs bling bling. Hein. Donc voilà, mais ok, ouais. Non, c'est pas. Mais t'avais quand même des joueurs. Là, on en parlera puisque j'ai préparé trois profils qui me paraissent les plus intéressants dans cette équipe. Tu parlais de Leicester, t'avais quand même des joueurs clés à des postes clés. Je pense à Pickford, je pense à Drinkwater dans le 4-4-2, les gars, très très fort. Incroyable. Très, très fort. Drinkwater dans le 4-4-2 de Ranieri, les gars. Alors pour ceux qui en parlent, si vous avez des gens autour de vous qui parlent de Drinkwater dans le 4-4-2, les gars, c'est que c'est des gens qui connaissent un peu le foot, je peux vous dire. Ouais, t'avais au poste clé, quand même au poste clé des joueurs qui faisaient la diff. Non, mais évidemment. Et du côté de Mayence, c'est pareil. Donc espérons pour eux qu'il n'y ait pas de blessure, parce qu'on en parlera, mais il y a 3 joueurs qui, pour moi, sortent du lot. En tout cas, on te le souhaite, bien sûr. On te le souhaite, bien sûr. Mais voilà, comme je l'ai dit, extrêmement intéressant. C'est un 3-4-2-1, comme on l'a dit, donc avec les 2-10. C'est quelque chose qui se voit de plus en plus. Donc beaucoup de densité dans l'axe, beaucoup d'apport à ce niveau-là. On pourrait croire justement, alors c'est ça qui est drôle, parce que c'est paradoxal. Ils placent beaucoup par les côtés forcément, puisqu'ils ont Mouenet et Anthony Cassie, ex-strasbourgeois, sur les côtés qui apportent beaucoup offensivement, où on monte, où on amène le surnombre à la Guardiola, avec les 5 qui défendent la transition derrière. Donc voilà, c'est un football extrêmement demandeur, mais bizarrement, et c'est ça que j'aimerais dire, c'est que ça utilise aussi la densité dans l'axe en possession. Et ça, je trouve ça très intéressant. Notamment à Freiburg, j'ai vu plusieurs phases où on n'a pas peur d'essayer dans les petits espaces, quoi. On n'a pas peur d'aller jouer en 1-2 touches de balle maximum, apporter du mouvement, etc. C'est très beau à voir. Honnêtement, il faudrait que certains entraîneurs en prennent de la graine. Parce que voilà, c'est pas parce que t'as pas Gvardiol, Kovacic, etc. que tu peux pas essayer et que tu peux pas le produire.
c'est quelque chose qui, moi, me particulièrement. Après, voilà, comme j'ai dit, face à Freiburg, on l'a vu. Il y a parfois un peu de précipitation défensivement, des fois c'est très faible parce que Mouenet qui amène beaucoup, parce que Mouenet vraiment il faut se dire quand même que c'est un piston, on l'a vu notamment avec l'Autriche, je crois qu'il était là, compétition. Notamment avec notre fameux ami Ralf Rangnick qui adore ce genre de profil, le gars pendant tout le match, je vous le dis, il fait des allers-retours en avant-arrière, bien aussi par la relance. Et ça, malheureusement, au fil du match, je pense que c'est une équipe qui, si tu arrives à la contrôler et qu'à la fin du match, tu arrives à apporter toi plus d'impact, tu peux battre Mayence à ce niveau-là. Donc voilà, c'est justement, Fribourg, on parlait de Mayence Fribourg, c'était le dernier match donc, de l'équipe. Quelques petites stats aussi, donc 46% de possession de balle pour Mayence, 54% pour Fribourg, donc déjà Fribourg plus de postes. Et les expected goals pour Fribourg, c'est 2,65 contre 1,24 pour Mayence. Donc quand même plus de possibilités, plus d'opportunités pour Fribourg. Mais c'est effectivement ce que tu as dit aussi, c'est que quand tu joues un jeu ouvert, quand tu joues mano à mano, comme diraient les Sud-Américains, ben effectivement tu t'exposes et donc derrière ça peut vite faire mal si tu joues contre une équipe qui est pragmatique et très dangereuse en contre-attaque par exemple. Évidemment. Et c'est un jeu Mayence qui est très vertical aussi. C'est pour ça qu'à la possession, ils ne l'ont pas forcément. C'est un jeu très direct, vertical. On va chercher la profondeur, on va chercher les appuis profonds. Ça me paraît logique. Et il faut des joueurs avec du coffre quand tu joues en verticalité comme ça. Il te faut quand même des joueurs avec pas mal de souffle pour pouvoir ensuite faire les appels, les contre-appels et surtout les phases de transition. Vu que tu joues très vertical, tu t'exposes aussi à très vite le perdre le ballon. Puis là, c'est un peu le gegenpressing de Klopp. Il faut essayer vraiment de récupérer le ballon le plus vite possible pour ensuite pouvoir attaquer les espaces et profiter des erreurs de l'adversaire. Et c'est là que ça te demande vraiment d'avoir des profils très particuliers parce que par exemple au match de Freiburg, Mouenet, je l'ai vu Mouenet sur le temps de passe arriver depuis derrière, venir vraiment mettre un pressing important pour que l'adversaire joue long et qu'on puisse récupérer. Ça demande aussi d'avoir des profils derrière qui sont capables d'aller au duel, donc c'est pas forcément les plus élégants, balle au pied. C'est vraiment et c'est ça peut-être c'est. Maguire bien sûr. Je dirais la faiblesse de cette équipe-là, c'est vraiment le manque de versatilité. Voilà, tu peux pas forcément, c'est pas très adaptable quoi. Ils ont une façon de jouer, ils y tiennent et ça passe ou ça casse quelque part, même si c'est pas aussi trivial que ça. Mais voilà, c'est un peu ça l'idée. On a notre idée, on doit jouer comme ça, on peut pas jouer vraiment autrement. Donc voilà. Mais tu me dis si je me trompe, mais Bowen Henriksen aussi, si je le vois un peu entraîné à Mayence, il a son idée de jeu, mais qui est pas très, comment tu peux dire, qui s'adapte vraiment pas trop à l'adversaire. Donc que tu joues contre le Bayern ou que tu joues contre Greuther Fürth, tu vas utiliser le même système de jeu. Est-ce que ça c'est vraiment... Bah c'est très peu de versatilité, c'est ça. C'est très peu de... Ouais non mais clair. C'est pour ça que je dis possibilité micro quoi. Ah ouais voilà. Exactement. Complètement. Newcastle. Attends. Attends. Non, s'il vous plaît, attendez, parce que il y a quand même mes trois chouchous de cette équipe. Attendez, monsieur. Alors, pour tous les joueurs de Football Manager, Football Manager, ça peut-être pas, mais toutes les carrières FIFA, les gars, il y a 3 joueurs vraiment à Mayence que j'aimerais mettre la lumière dessus. Comme on le disait avant, c'est. Voilà. Et oui, il y a des postes clés. On a parlé de Kanté à Leicester, avec Mahrez, etc. Il y a 3 postes clés. Le premier que j'ai envie de mettre en lumière et qui va certainement partir à la fin de la saison, c'est Jonathan Burkhardt. Attaquant sur numéro 9 allemand, de 24 ans, le droitier d'1m81 qui fait très très mal aux défenses en Bundesliga. J'adore cet attaquant, c'est un attaquant très mobile dans le système indétrônable dans le système de Bo Eriksen. C'est un joueur qui est capable de dézoner, de venir chercher, d'amener beaucoup, même balle au pied. Et surtout qui est extrêmement efficace. Je disais avant, c'était quoi la stat? C'était 1,24. 1,24. Voilà, c'est de la surperformance, hein. C'est-à-dire qu'il marque 2 buts, il surperforme. Ah, c'est clair. Donc, alors lui, là, 22 matchs joués pour 15 buts. Alors je vais même aller plus loin. Dans les buts hors penalty, il est 95e centile. C'est immense.
il est capable aussi de marquer de la tête. Il est capable aussi dans les passes tentées. Alors, c'est pas mal. De la tête. Pour un 9, par exemple, les passes tentées, si je vous prends un autre stat comme ça que je vois, dans les passes tentées, c'est vraiment pas mal. Il est 77e centile, c'est 23,79 passes tentées par match. Pour un numéro 9, ça montre quand même que le gars est capable de redescendre, d'amener beaucoup. Et notamment les progressives, les passes progressives, donc vers l'avant, 85e centile. Ouais. Donc c'est un attaquant moderne. Super joueur. C'est un super joueur, un attaquant moderne qui est capable d'amener beaucoup, de finir, enfin voilà, c'est mon fou. J'aime ça. On aime beaucoup ça. Ensuite, le deuxième, et ça c'est un peu drôle parce que j'en parlais la semaine passée, mais c'est Zentner, le gardien de Mayence. Ah ouais. Nous un poste à responsabilité, comment on en discutait justement. Poste à responsabilité. Il a vraiment une influence dans son équipe qui est énorme. Dans le pourcentage d'arrêt, il est 97e centile. C'est un des meilleurs gardiens du moment. C'est hallucinant. En Bundesliga, c'est le meilleur. De assez loin, je crois d'ailleurs. C'est le meilleur. Et dans le monde, il fait partie des meilleurs gardiens en ce moment, les plus en forme. 26 matchs joués pour 18 clean sheets. Et ça, c'est quand même... c'est énorme. Et ça montre aussi à quel point cette équipe a des profils de mort de faim, quoi. C'est fou. Mais en tout cas, voilà, comme on le disait la semaine passée, le poste de gardien devient de plus en plus influent dans le football actuel. Et il y a un dernier joueur sur qui j'aimerais mettre la lumière avant de passer à Newcastle, Anthony Cassi. Alors la prononciation, je suis pas sûr, vous m'excusez si c'est pas ça, mais qui est un ancien Strasbourgeois, qui a pas fait beaucoup de bruit à Strasbourg et qui en Bundesliga est en train d'avoir une influence énorme sur le jeu de son équipe. Énorme. Offensivement notamment. Pour vous donner avec cette passe décisive, il est 99e centile. En passe décisive, il est 99e centile. C'est le meilleur joueur en passe décisive, ou en tout cas à ex-aequo, il faut que je vérifie. Mais je crois que c'est le meilleur. Avec Nuno Tavares. Nuno Tavares est à peine supérieur. Donc il est deuxième en passe décisive. C'est énorme pour un piston. Pour un défenseur latéral, c'est le deuxième meilleur latéral d'Europe. Au niveau des passes décisives, c'est immense. Immense. Il frappe énormément au but, il met énormément de passes décisives, il a un volume de jeu qui est énorme, il est capable aussi de garder ce ballon au pied. Comme je vous l'ai dit, encore une fois, influence de Guardiola évidemment, influence de Maresca aussi. Oui. Avec Mouené, ils apportent le surnombre en avant, ils vont très très haut, et ça prouve que maintenant les latéraux c'est aussi des joueurs offensifs. Voilà. On espère en tout cas que Mayence n'aura pas... Allez, je vais le dire, parce que de toute façon c'est notre ambition, on dit ce qu'on veut. Ce sera pas un pétard dans l'eau comme le Bayern de Leverkusen qui gagne le championnat. Ouais. Vous avez bien entendu, voilà, c'est pas votre téléphone qui est cassé, c'est moi qui parle. Ce sera pas un pétard dans l'eau, je suis désolé de le dire. Xabi Alonso qui a fait un excellent taf. Tu peux être désolé. Sois désolé très fort pour avoir dit ça. Qui a fait un super taf, super entraîneur. Mais voilà, sans plus quoi. On a vu un Bayern Leverkusen en Europe, c'est pas fou quoi. Mais gros sport c'est Granit Xhaka. À la place des équipes comme Dortmund, Leverkusen, etc., je me pencherais vraiment sur Cassi. Vraiment, je pense que c'est... tout dépend vraiment de l'entraîneur, mais je suis stupéfait par ce joueur. C'est quelqu'un que j'avais pas vu venir du tout. Et voilà, allez, des stats à la volée comme ça. En total de tir, 90e centile, passe décisive, 99e centile, but assisté, 95e centile, action menant à tir, 90e centile. Vraiment, il est en train de tout casser et on n'en parle pas. Et je trouve ça hallucinant. Alors, vous le savez, ce qui se passe au Bundesliga quand vous êtes très fort dans une équipe, c'est que vous signez soit au Borussia, soit au Bayern. Donc on lui souhaite bonne chance en tout cas dans un des deux clubs. C'est sûrement ce qui va se passer. Effectivement, c'est peut-être ce qui va se passer. Désolé, je casse tout. Voilà, je casse tout. Voilà. Il y a un tremblement de terre. Ça, c'est parce que t'as mal parlé de Leverkusen, ça. Ça, c'est le tremblement de terre. Ok, ça doit être ça. Mais on peut passer maintenant. Là, j'ai tout dit. Sincèrement, je pense que là, j'ai tout dit. J'ai vendu le truc. Maintenant, il faut juste espérer que jusqu'à la fin de la saison, il performe parce que sinon, je vais vraiment passer pour un teubé. Mais vraiment, suivez Mayence. Suivez Mayence et suivez aussi notre podcast pour savoir si effectivement on a vu la. Voilà, et appelez Ikea pour moi parce que je viens de démonter mon armoire. Ça serait sympa.
Ok, ça n'a absolument. Voilà, donc, comme voilà, el profe fait avec son armoire ce que Anthony Cassie fait en Bundesliga. C'est ça, il casse tout. Passons à Newcastle. Voilà. Passons à Newcastle. Donc, Newcastle, finale de Carabao Cup face à Liverpool. Je sais que tu veux parler de Newcastle. Je sais que tu vas parler des joueurs de Newcastle. Et je me réjouis de ça parce que moi, personnellement, les gars, j'ai déjà eu la chance d'aller au St. James Park. Et je vous dis très honnêtement, on vit le foot différemment dans cette zone-là d'Angleterre. Je vais vous expliquer très vite fait pour le contexte, un tout petit peu avant de parler de l'équipe du foot en lui-même. Je vais juste parler un peu de contexte. Newcastle se trouve tout au nord de l'Angleterre. C'est une région qui est... Alors Newcastle, la ville, c'est une région qui est très... c'est une ville qui est très jeune, académique, parce qu'il y a pas mal d'universités, etc. Mais la région elle-même est assez pauvre. Il y a une autre équipe qui vient de la région qui s'appelle aussi Sunderland. C'est très ouvrier. Il fait pas super beau. Les gens, ils ont un peu des quotidiens difficiles. Donc en fait, leur plaisir dans la vie, quand vous êtes là-bas, c'est surtout et principalement le foot. Ça et puis les fléchettes au pub du coin. Mais le foot, c'est vraiment voilà quelque chose de très très important. Et quand vous allez à Newcastle, vous sentez un peu cette atmosphère. Le stade est magnifique, les gars. Alors moi, je suis pas un immense fan de Newcastle, c'est une équipe que j'aime bien, mais le stade est probablement un des plus beaux stades d'Angleterre. Si vous enlevez Wembley, parce que voilà. Mais c'est un des plus beaux stades. Franchement, c'est un club qui vit par ses supporters, par les gens qui sont là-bas. Et ça fait extrêmement plaisir de voir qu'ils ont gagné un titre après 70 ans, les gars. 70 ans, je sais pas si on se rend compte. J'ai vu un type qui se faisait interviewer à la sortie du match. Il était en train de pleurer parce qu'il n'a jamais vu ça de sa vie, qu'un Newcastle qui gagne un titre. Avant de parler de Newcastle, je vais juste faire un tout petit parallèle avec Liverpool qui perd la finale. Liverpool qui la même semaine, je crois, perd aussi contre le PSG, se fait éliminer de la Ligue des Champions. Donc je sais pas, j'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, j'ai vu Alexander Trent-Arnold qui s'embrouille avec Mohamed Salah. Je sais pas ce qui se passe dans l'équipe, mais ça fait chier pour eux, quoi, parce que c'est quand même une super équipe. Mais effectivement, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et donc Newcastle, tenant du titre 70 ans après, c'est magique ce genre de sentiment. Tu veux parler de quoi d'abord, Liverpool ou Newcastle? Bah écoute, tu sais quoi, c'est ton podcast, fais-toi plaisir, frérot. Vas-y, je me fais plaisir. Parlons donc du FC non. Non. Écoute, je vais commencer par Liverpool parce que ça va être certainement le plus court. Calmons-nous, parce que Liverpool est quand même, avec Arne Slot, une équipe extrêmement performante. L'embrouille entre Alexander Arnold et... Alors soit on a la vision de se dire, voilà, c'est pas, il y a quelque chose qui joue pas dans le vestiaire, ou soit on se dit c'est simplement des gars qui ont envie de gagner tous les matchs et qui sont absolument frustrés de perdre. Moi je pense que c'est plutôt ça, donc moi je me fais pas trop de soucis pour eux. Newcastle, et là j'aimerais insister là-dessus. Ah mais l'embrouille était avant, juste que je fasse le truc, l'embrouille était avant la défaite contre le PSG. Donc je sais pas si tu vois, s'il y a pas un peu d'électricité dans l'air. Non, pour moi c'est pareil. C'est pas forcément la défaite qui explique si tu veux, mais c'est juste que certainement qu'ils se disent en tant que compétiteur, tu donnes pas assez, toi non plus, machin. Ça arrive dans tous les vestiaires, ça arrive à la Juve avec Ronaldo, il y a une vidéo qui a tourné partout où il s'engueule, ça arrive dans tous les vestiaires. Maintenant on sait, et ça encore une fois... Même au vestiaire et à la buvette du FC Macolin, les gars, donc vraiment, je exactement. pense qu'à Liverpool... Mais il faut aussi se dire, on n'a pas les coulisses, peut-être que il y a eu les remures de départ de Salah voulait partir, n'a pas... Voilà, ça c'est peut-être hors foot, peut-être qu'il y a des tensions. Effectivement. Mais très honnêtement, je pense que ça reste quand même des joueurs extraordinaires, qu'ils sont capables de faire la part des choses et que... Pour Liverpool, je me fais pas trop de soucis. En première ligue, les 5 derniers matchs, c'est 4 victoires, 1 nul. Voilà. Donc je me fais pas trop de soucis. Vraiment, je me fais pas de soucis. Ils ont 12 points d'avance sur le deuxième Arsenal. Non, vraiment, c'est une équipe, y a pas de soucis. Et je pense que de dire ça, c'est aussi de redonner à Newcastle son... Parce que de dire, par exemple, que parce que Liverpool ne va pas bien dans le vestiaire, Newcastle a gagné, je suis pas tout à fait d'accord. Voilà. Non, mais alors attention, c'est pas ce que j'ai dit.
Mais c'est vrai que quand même en quelques jours, enfin bref, le sujet n'est pas Liverpool, mais juste pour clore le truc, c'est vrai qu'en quelques jours tu perds quand même 2 compétitions majeures. C'est pas la meilleure perf que tu peux se faire, quoi. C'est ça. Mais, et c'est là la transition incroyable, en parlant de performance incroyable, Newcastle, c'est quand même extraordinaire. Et là tu vois, il y a le métier qui rentre. Là, t'as senti la transition qui est arrivée, paf. Propre. Mais est-ce que, même, tu sais quoi, j'ai un appel là c'est Daniel Riolo, il m'a dit comment il fait. Comment il fait? Bah écoutez, c'est le naturel, je me sens bien, je suis à l'aise. J'espère que vous nous écoutez là, on parle beaucoup. Mais voilà. Mais en tout cas, pour revenir sur Newcastle, typiquement, c'est un projet où on avait beaucoup de doutes après le rachat, où on s'est dit tous, moi le premier. Encore un club qui va amener du bling bling, encore un club qui va mal travailler, encore qui va respecter l'histoire. Qui va perdre son identité, ouais, c'est ça. Qui va perdre son identité, où les mecs, où les propriétaires vont pas respecter l'histoire du club, parce que oui, comme l'a dit Claudio, Newcastle est vraiment un club de foot. C'est-à-dire que même Ben Arfa, à l'époque, quand il y était, avait dit exactement comme toi, la ville, les environs, les supporters, tout le monde vit pour le club, tout le monde vit pour le foot. C'est une culture extraordinaire, c'est un stade extraordinaire, c'est des supporters fantastiques. C'est juste pour les gars. Et c'est un club qui a aussi une histoire, mine de rien, même si elle n'est pas aussi extraordinaire que le Big Four ou le Big Six. C'est un club qui a vraiment une histoire, avec notamment les Alan Shearer, etc. On va pas revenir sur l'histoire, mais vraiment je suis... Michael Owen. Ballon d'or, les gars. Mais c'est vraiment un club où ça me réjouit vraiment de la tournure que prennent les choses. On croise les doigts pour que ça reste ainsi, parce que vraiment, notamment Eddie Howe, qu'on va parler, mais le manager... Le bien sûr. Fantastique Eddie Howe, franchement, ce travail est pas facile, parce que, encore une fois, t'es un entraîneur pas bling bling, t'es pas connu par le grand public, tu pourrais te faire remplacer très vite. On a vu à Paris, des entraîneurs, on allait chercher des gens très connus, très bling bling, très reconnus. Eddie Howe, c'est pas son cas pour l'instant. Là, ça va changer, mais c'était pas son cas jusqu'à maintenant, donc il y a une cohérence. Il y a une cohérence à Newcastle. Et quand même, petit point fromage, Fabian Schär qui gagne évidemment le titre, donc ça fait aussi super plaisir. On a des joueurs de qualité dans cet effectif. Je vais juste en citer quelques-uns. Joelinton, Tonali, Isaac, Bruno Guimaraes, même le gardien, Nick Pope. C'est quand même ça, franchement, les gars, je vous dis honnêtement. T'as oublié quelqu'un? Bruno Guimaraes. Alors, non, mais il y a plein de gens, tout pour moi. Oui, mais il y en a un qui particulièrement performe cette saison. Sophie. Non. Burn. Exactement. Dan Burn. Énorme saison de Dan Burn, et ça fait extrêmement plaisir. Évidemment. Non, mais alors, juste pour mettre un tout petit peu de contexte, c'est une équipe qui fait plaisir, qui joue avec le cœur. Quand on voit, alors après, les gars, moi je suis portugais, j'ai ma culture portugaise, forcément on est affilié aux Brésiliens parce que de toute façon c'est la même langue, etc. Donc quand je vois Bruno Guimaraes en train de pleurer sur le terrain et puis de faire des saluts et des trucs et des machins, alors il y a beaucoup d'émotions, et c'est aussi très dans la culture, je vous dis, je vous cache pas. Maintenant, mais quel joueur avec le cœur, quoi. Mais quel joueur, il donne tout sur le terrain, il est là pour son équipe, et ça se voit qu'il aime Newcastle. Ça se voit qu'il aime Newcastle aussi. C'est pas pour rien qu'il est capitaine. Mais ce milieu de terrain me fait vraiment kiffer. Joelinton, Tonali, Guimaraes, les gars, ça me fait kiffer. C'est franchement des super joueurs. Et quand tu vois qu'il marque le but, le 2-0, sur corner, si je ne me trompe pas, c'est ça, Burn marque sur corner, si je ne me trompe pas. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois. Ouais. Il marque, il fête avec avec les gens qui sont dans le stade. Enfin, c'est une cohésion, c'est fou. Je vous dis honnêtement, c'est fou. Petit moment stat intéressante. Je vais donner les saisons et le classement de Eddie Howe, qui récupère donc l'équipe de Steve Bruce à l'époque, qui avait fini 12e de Première Ligue. Première saison de Eddie Howe, un peu moyenne, il finit 11e avec 49 points. Et ensuite, 2022, 2023, 2023, 2024 et 25 à l'heure actuelle, c'est 4e, 7e et actuellement 6e du championnat. Donc il y a tout le temps une progression. Ouais, vous allez me dire que oui, 7e c'est pas une progression. Mais ce que je veux dire, c'est dans les idées de jeu, dans les
quelque chose mis en place. On sent vraiment l'effectif monter en puissance. Des transferts qui sont extrêmement judicieux, je trouve. Tu parlais de Guimarães, mais oui, on parle de ça en se disant il est super, mais il faut aller le chercher. Alors on va me dire oui, mais à Lyon, oui. Mais s'il était vraiment aussi coté que ça à l'époque, les grands clubs seraient venus le chercher. Non, mais il serait parti à Chelsea, Arsenal. C'est ça, donc pour moi c'est très bien senti. Tonali, qui était un espoir certes, mais qu'on n'a jamais vu, il commence à sortir. Isaac, on n'en parle même pas. Quel transfert, Joelinton, Isaac, révélé. Non mais je vais juste ouvrir une parenthèse, je la referme tout de suite. Isaac était pressenti comme étant le nouveau Ibrahimovic pour la Suède. Exagérons pas. Je sais pas si on en est là. Voilà. Non, c'est pas le même Je profil. sais pas si on en est là. Mais Isaac, oui, effectivement. Ouais, Alexandre Isaac est un des attaquants les plus cotés d'Europe cette saison, bien sûr. Et il le mérite, il est extrêmement bon, extrêmement performant. Mais voilà, des joueurs, moi je pense notamment à typiquement à Joelinton, qui est là-bas depuis un moment. Pardon, mais sous Eddie Howe, c'est un autre joueur. C'est quelqu'un d'autre. C'est vrai. Et je trouve ça extrêmement. Parce qu'il a aussi été replacé, il me semble qu'à la quand là il joue plutôt milieu central. Donc il y a des idées, il y a de la cohérence, il y a une continuité, il y a de la progression. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Écoutez, en tout cas ça me fait super plaisir qu'ils aient gagné le titre. On est très content pour eux. Est-ce que tu veux encore rajouter quelque chose? Par rapport à eux, non. Je vous dirais simplement qu'on espère qu'ils se mêleront ils resteront dans la lutte pour la 4ème place avec Chelsea, avec Brighton. Je pense que ça va être des très beaux duels. Et je me réjouis. Que les Gunners deuxième, bien sûr, et bien premier. Donc, moi, en tant que supporter, je ne vais pas parler des Gunners parce que sinon je vais être méchant. Mais oui, effectivement. Mais ça va être intéressant. Cette bataille-là va beaucoup se m'intéresser que pour le titre, très honnêtement. Parce qu'il y a vraiment On parlera de Brighton certainement la semaine prochaine. Ça aussi, c'est qui mérite la lumière. Je vais juste faire une petite corrélation. C'est le 2e épisode que vous nous suivez, donc avec le temps, vous allez aussi apprendre à nous connaître. El Profe n'est pas super fan de l'équipe de France, n'est pas super fan du PSG, n'est pas super fan d'Arsenal et des Gunners, donc je vous laisse choisir quel est le point commun dans ces 3 équipes. Est-ce que ce serait les Frenchies? Je sais pas, mais bizarre en tout cas, bizarre. Non, alors c'est pas que je suis contre, je reste quand même assez objectif. Mais disons que oui, je suis extrêmement exigeant avec un vivier tel qu'à la fin, qui est censé être le plus grand vivier du monde. Oui, je suis extrêmement dur avec les Frenchies. Arsenal, c'est parce que je suis fan de Chelsea, je suis obligé. Oui, après t'es obligé. Je suis obligé. Ah non, mais je comprends. Ok, écoutez, on passe à la conclusion de ce 2e épisode et c'est maintenant. Les amis, merci de nous avoir écoutés, merci de nous avoir suivis, merci encore de nous donner la force de continuer vraiment à nous soutenir dans ce projet. J'espère que vous avez autant de plaisir de nous écouter que nous n'avons à le faire. Je vais citer le grand maître, comme j'avais cité aussi première émission. Slip into my DM, comme dirait Puff Daddy. Non, faut arrêter avec ça. Non, mais si, parce que voilà, regardez les gars, écrivez-nous sur les réseaux, écrivez-nous vraiment sur Insta, sur YouTube, par email, revuefoot26 revuefoot26@gmail.com, revuefoot26 sur Instagram, revuefoot26 sur YouTube. Vraiment, écrivez-nous, utilisez les hashtags revuefoot26. Nous, on est vraiment à l'affût de ce qui se passe sur les réseaux. S'il y a un sujet que vous souhaitez parler, etc., s'il vous plaît, proposez-le nous. Et en parlant des sujets, les gars, c'est maintenant. Le moment que vous avez tout entendu pendant tout le podcast, c'est maintenant. C'est ce fameux concours. Je vais vous donner maintenant les infos à suivre et à faire. Sur notre Instagram, on va créer un post. Ce post-là, il faudra... Évidemment, je vous en parle même pas, mais ça, c'est une évidence évidente qu'il faut nous suivre. Hein, ok? Sinon, ça ne marche pas. Bref, donc le post, vous likez, vous le partagez en story, et vous commentez en mettant 2 collègues, les collègues de boulot, les collègues du foot, les collègues de qui vous voulez, voilà, vous mentionnez 2 personnes dans les commentaires. Le tirage au sort se fera dans une semaine à peu près, à l'heure où on tourne l'émission, donc le 31 mars, voilà. Et ces cadeaux, les gars, on vous fait gagner, attention, le maillot original de Xherdan Shaqiri au FC Bâle, là, lors de sa première
fois. Ça veut dire Non, qu'avec c'est le dingue, numéro c'est 17, l'ancien maillot vintage du FC Bâle, les gars, c'est une dingo, c'est une dinguerie ce qu'on vous fait gagner, franchement. Donc vraiment, donnez la force. Et des cadeaux comme ça, les gars, il n'y a personne qui vous en fait. C'est moi qui vous le dis. On est 2 sur le marché à faire des cadeaux. Il y a moi et le Père Noël. Voilà. Et on est au mois de mars et je vois pas le Père Noël. Donc vraiment, regardez, voilà, il n'y a pas de conclu au niveau des cadeaux. Non, mais franchement, les gars, franchement, c'est un cadeau de dingo, vraiment. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à liker ce post, à partager ce post, mentionner 2 collègues à vous dans les commentaires. Le tirage au sort se fera dans une semaine. C'est un maillot de dingue. Je confirme parce que je peux pas participer, je suis vert. Voilà, il est vert comme le Stengel, bien sûr. Non, mais merci. Non, ouais, c'est moi qui te remercie. Non, mais c'est tenté. Plat du pied sécurité, c'est tenté. Ah ouais, plat du pied. Allez sur la note. Ouais, les gars, en tout cas, vraiment, un immense merci de nous avoir suivis. Mot de la fin, peut-être, Profé? Bien sûr, je vais citer Johan Cruyff, c'est ma phrase préférée peut-être dans le football. Jouer au football, c'est simple. Jouer simplement au football, c'est extrêmement difficile. Et je pense que ça traduit parfaitement. T'as vu ça, j'ai relevé le niveau là. Peut-être t'as sorti Puff Daddy sur Johan Cruyff. Ah, mais c'est dingue. Non, mais regardez, et c'est simplement ce qui traduit le plus. Des écarts dans cette émission, on aurait dit Van Damme dans 2 camions, les gars. Non, mais c'est dingue. Non, mais c'est par cargaison. Mais ça traduit, c'est une phrase qui traduit certainement le plus ma philosophie du jeu. Et ouais, ça, je trouve que ça ponctue bien. Voilà, ça ponctue bien. Je vais m'arrêter là-dessus, c'est parfait. Moi, la phrase qui me ponctue le plus mon foot, hein, les gars, bien sûr, c'est I'm the humble one, not the special one, bien sûr. Comme dirait papa. Forcément. Papa, forcément en portugais, forcément. Non, mais tout de suite. Non. Non. Mais tout de suite. Tu sais quoi? Je vais citer. Voilà, bah, si c'est ça, je vais citer quelqu'un de chez nous, voilà, bien suisse. Elle a dit: ah, monsieur Constantin, vous avez changé d'entraîneur encore une fois? Bah, évidemment, c'est plus simple de changer le wagon. Attends, je t'en fais. Évidemment, c'est plus simple de changer la locomotive que de changer tous les wagons. Voilà. Alors, si tu préfères ça, le grand Christian Constantin. C'est moins sexy quand même, hein? Ouais, non, mais on l'aime. Franchement, c'est une sacrée punch. On l'aime. D'ailleurs, Christian, si jamais une fois tu veux boire un verre, appelle-nous, on est preneur, y a pas de souci. Alors j'ai eu pour vent de sources absolument pas sûres qui ne nous écoutaient pas du tout. Voilà. En tout cas, pas pour l'instant, mais qui sait de quoi l'avenir est fait. Et en plus, c'est marrant parce que quand on fait les espèces de petites coupes en fait entre les rubriques, vous entendez qu'on s'entend au bout d'un moment quand on parle du foot suisse. Et non, mais c'est vrai que ça fait partie de ces figures indétrônables du foot suisse. Et, en tout cas, on lui souhaite le meilleur, bien sûr. Oh, bien sûr, comme d'habitude. Voilà. Comme d'habitude, on lui souhaite le meilleur. Les amis, je vous remercie. Vraiment, profitez, kiffez votre journée. On vous fait plein de passements de jambes. C'est comme ça qu'on dit dans le foot. Au lieu de faire des salutations, on fait des passements de jambes. Je vous fais plein de passements de jambes, les gars. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao! Ciao!